Jean-Pierre Bibring, vous avez ici en face de vous le très grand spécialiste de la planète Mars. C'est Jean-Pierre qui est responsable de toutes les missions pour la France martienne. Et qu'est-ce qu'on va chercher sur Mars? Entre autres, des traces de vie. Et Jean-Pierre a été chef de mission aussi sur Rosetta. Déjà, dès le départ, tu as travaillé sur ce... Comment on dit, une sonde? Le Rosetta, c'est une sonde. Sur la mission Rosetta. Et c'est lui qui a été responsable de la mission Philae. C'est-à-dire cet incroyable petit engin gros comme une puce qui va se poser sur un tout petit caillou gros comme une grenouille. et il fallait, alors là, les maths. Hein. Oui, il y a toujours des maths partout, c'est sûr. À vrai dire, oui, non. Pour calculer les trajectoires, pour correspondre à tout ça, c'est des mathématiques, c'est sûr. Mais c'est un outil, c'est un langage. C'est pas... Je veux dire, tous on utilise une langue, on n'est pas linguiste. Tous on écrit, on n'est pas écrivain. Et moi, j'utilise les mathématiques comme un outil, mais je ne suis pas mathématicien, il y en a d'autres ici. Donc effectivement, c'est incontournable quelque part. Mais je ne fais pas de recherche en mathématiques. Les mathématiques sont vraiment pour nous l'outil de base qui nous permet de chiffrer ce que l'on veut. On veut décrypter le réel. Et quand on dit qu'on le déchiffre, ça veut bien dire ça. C'est-à-dire qu'on communique avec des chiffres pour le réel, et ensuite c'est l'interprétation de ces chiffres qui essaie de nous donner la réalité. Bon, c'est vrai qu'il y a une attente énorme en ce moment avec Rosetta et Philae en particulier, parce que, comme je vais vous le redire dans un instant, l'objectif c'était de se poser. On s'est posé en novembre dernier. Mais si on se pose, c'est pour faire des observations, bien sûr, après. On n'a pu faire qu'une partie des observations, pour des raisons que vous connaissez probablement, que je vais recommencer à expliquer. Mais on espère, bien sûr, pouvoir les continuer. On est pile dans cette attente-là maintenant, parce que c'est très compliqué. Mais on a bon espoir que ça va se faire à l'échelle des semaines. Je me souviens qu'une des dernières fois, on s'était rencontrés ici, qui était, enfin pas ici, mais dans ce labo Origine, c'était juste avant qu'on se pose, et l'émotion était grande déjà, parce qu'on allait se préparer à ça, et voilà, on a réussi à cette étape-là. Alors, juste d'un mot, un peu le contexte, vous savez, comme on est au centre réellement d'un processus, on ne prend pas le recul comme toujours pour en prendre la mesure, mais l'exploration spatiale du système solaire, ce n'est pas quelque chose de très ancien. On a démarré il y a quelques décennies de cela. Et on essaye de paver cette exploration de grands moments comme cela. On a découvert progressivement ce à quoi ressemblent les différents objets sur lesquels on est. Et ça change énormément de choses quand on réalise ce qu'on imaginait, ce qui était même notre propre objet, la Terre et les autres objets, il y a encore quelques décennies. Ça ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on en a maintenant. Et ça, c'est parce qu'on a été capable d'aller voir de près ce qui se passe. Et donc, on est en train de paver ça d'un certain nombre d'expériences, de grands moments. Et ça aboutit à une idée absolument triviale peut-être, mais tout à fait fondamentale, qui est cette idée de la diversité. Personne ne s'attendait à la diversité des objets tels qu'on les a aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la Terre est tellement différente de Mars, de Vénus, de Mercure, de Jupiter, alors que tout ça provient d'un même matériau d'origine finalement? Et quand on regarde comment les choses évoluent maintenant, on essaye réellement en particulier de se poser la question de savoir si ces processus qui ont conduit à cette diversité de ce que nous sommes aujourd'hui sont des processus très génériques qui se trouvent partout, ou bien s'il a fallu des ingrédients très spécifiques qui font que la Terre est différente, etc. Et plus on va, plus on essaie de comprendre ces processus-là. Et il y a 10 ou 15 ans, on ne les voyait pas comme on les voit aujourd'hui, donc je ne vais pas élaborer longtemps là-dessus, mais c'est ça, notre recherche fondamentale, c'est de continuer à comprendre ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, alors que Mars peut-être a connu l'origine de la vie et une certaine émergence, mais ça si c'est le cas, ça s'est arrêté très tôt, et on pourrait comprendre et expliquer pourquoi ça s'est nécessairement arrêté sur Mars, et probablement ça n'a jamais démarré nulle part ailleurs dans le système solaire. Et la question, bien sûr, est de savoir si dans notre galaxie, il peut y avoir d'autres endroits où des choses pareilles ont pu démarrer. Et on est en train de changer fondamentalement notre idée de ce que sont les chemins d'évolution, précisément, et ce qui va ancrer des chemins d'évolution si divers au cours du temps. Alors, tout ça, c'est pour dire que parmi ces ingrédients-là, il y a en particulier l'origine non pas de la Terre comme objet, mais de ce qu'elle porte et de la vie, bien sûr. Et cette question de l'origine du vivant est aussi une question lancinante, qu'on n'est pas les premiers, bien sûr, à se poser, qui a toujours été là. Mais je dirais que pour la première fois, on peut l'aborder d'une manière qui ne soit pas dogmatique, mais réellement scientifique, c'est-à-dire à partir d'une certaine représentation. On essaye de se faire des prédictions observationnelles, aller sur place pour voir, confirmer ou invalider ce que l'on pense. Et parmi cela, c'est là que Rosetta arrive, il y a cette idée que
pour que la vie puisse se formaliser à un moment donné et passer à un stade suprême, ou supérieur en tout cas, d'organisation, il a fallu des ingrédients moléculaires d'origine, avec en particulier des chaînes de carbone, des molécules très particulières. Et là-dessus, les gens ont beaucoup évolué au cours du temps sur ce qu'ont pu être ces choses-là. Et depuis une trentaine d'années est née l'idée, en fait c'est né lorsqu'on a été voir pour la première fois la comète de Halley en 1986, qui était une expérience absolument incroyable. En 86, le spatial quasiment venait de naître, on a envoyé des sondes qui étaient à la rencontre, là on a juste survolé, c'est des expériences qui ont duré 2 minutes, vous voyez. Et en 2 minutes d'observation, on a observé quelque chose qu'on ne s'attendait absolument pas à trouver, qui est que ces objets cométaires, qui sont essentiellement faits de glace, et surtout de glace d'eau pour 80%, sont les plus sombres qui soient des objets du système solaire. C'est plus noir que du charbon. Or, c'est que de la glace. Si vous allez voir le Mont Blanc, il est blanc, et on ne s'attend pas à ce qu'il soit complètement noir. Et s'il est noir, c'est que cette glace est ensemencée de composés organiques très réfractaires, très absorbants, très sombres, et que ces molécules qui sont là-dedans ont été formées dans l'effondrement même du nuage qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais cette chimie très particulière qui s'est passée il y a plus de 4,5 milliards d'années et qui a donné naissance à ces molécules a pu être fondamentale pour le vivant parce que vraisemblablement, ce sont ces molécules qui ensuite, ensemencées dans les océans planétaires, en tout cas dans les océans terrestres, ont pu servir de maillon à l'émergence du vivant. D'où l'idée d'aller récupérer ces molécules et de les analyser. Et comme on n'a pas été capable, parce que c'était plus compliqué, d'aller sur un noyau, de prendre de la glace et de la ramener pour l'analyser en laboratoire, on a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de fabriquer un laboratoire qui irait sur place analyser. Et la mission Rosetta, c'est ça. C'est cette étape que l'on a essayé de franchir pour aller sur place et analyser ce matériau que l'on croit être un trésor d'informations par rapport à ce qu'ont pu être certains des ingrédients qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui après 4 milliards d'évolutions. Et donc, fabriquer ça, c'était compliqué parce que pour la première fois, il s'agissait de fabriquer un engin capable de se poser très loin du Soleil avant que le Soleil n'ait le temps de modifier même ces molécules. Donc, ce qui très loin veut dire très froid. Et il a fallu fabriquer avec les technologies des années 80 et 90, parce que tout ça s'est fait il y a 25 ans, un engin capable ensuite, c'est ce qui se passe maintenant, de se poser et d'analyser les choses. Donc ça a été vraiment très, très ambitieux, à la limite de ce qu'on savait faire à l'époque, à la limite, à vrai dire, à la limite de ce qu'on saurait faire encore aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'essentiel, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a réussi à choisir une cible, à aller à sa rencontre, à se mettre en rendez-vous autour, c'est-à-dire à ralentir la sonde principale pour avoir la même vitesse. Et actuellement, on suit la comète dans son périple autour du Soleil. Et actuellement, on est en train de se rapprocher avec elle du Soleil. On va être au plus près du Soleil le 13 août de cette année. Mais à un moment donné, il fallait larguer ce fameux module Philae, qui est un module d'une centaine de kilos, bardé d'instruments, il y a 10 instruments à bord. Il fallait faire en sorte que ce module se pose sur un objet. Il faut bien concevoir que quand on a conçu cela, on n'avait aucune idée de ce sur quoi il allait se poser. Donc il fallait imaginer des systèmes pour se poser sur quelque chose qui pourrait être extraordinairement dur comme du ciment, ou au contraire complètement mou comme de la chantilly. On n'avait pas d'idée de ce que ça pouvait être il y a 25 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a une meilleure idée. Et on s'est aperçu, en fait, qu'on a réussi à faire un système qui, finalement, a réussi à se poser, mais d'une manière un peu plus compliquée qu'on l'imaginait, parce que cette comète ne ressemble pas du tout à aucun des modèles qu'on avait pu construire au cours du temps, à nouveau, parce qu'on n'avait jamais été voir de cette manière ce genre d'objet. Et c'est ce couplage entre une ambition et des défis technologiques et scientifiques qui fait la force de ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, on commence maintenant à comprendre ce que sont ces objets cométaires, à quel moment ils se sont formés, de quoi ils se sont formés, quelle a été leur histoire initiale. Et en particulier, ce qu'on a découvert, c'est que ce noyau cométaire est entièrement recouvert de matière organique. Il n'y a absolument pas à la surface de glace qui apparaît. Or, la glace est présente partout dans la masse de cet objet-là. Mais de passage près du Soleil en passage près du Soleil, la surface, où qu'elle soit, c'est des petits grains, mais ce sont des grains parfaitement organiques. Ce sont des grains, je ne veux pas dire vivants, mais des grains riches de carbone, d'azote. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y a énormément d'azote, ce qui est très important d'ailleurs dans cette chimie du carbone, qui recouvre tout cela. Et donc, non seulement on a compris, on est en train de comprendre, vous voyez, c'est en train de se faire bien sûr, le processus qui a conduit à la formation de cet objet-là, par accrétion d'un matériau où dans ce ciment de glace, tous les constituants initiaux ont pu se mettre dedans, mais on a compris qu'effectivement ces matériaux organiques sont à la surface et qu'on est capable de les analyser. Et pour la première fois, parce qu'on s'est posé, ensuite on a rebondi effectivement un certain nombre de fois qui fait qu'on n'est pas là où on aurait souhaité être finalement, encore que, on va voir ça dans un instant, mais on a... D'abord, la première chose à dire, c'est qu'on a réussi quand même à se poser
à 100 mètres de l'endroit qu'on avait visé, et le tout se passe à 500 millions de kilomètres. Donc c'est quand même... bon, il fallait quand même... Là, il y a des mathématiques. Il y a beaucoup de mathématiques, il fallait calculer beaucoup de choses, il fallait surtout de la précision dans les moments où on met les moteurs en route, dans la direction qui va bien, etc. Bon, mais c'était des moments d'angoisse extraordinaires, toi qui aimes les émotions. Parce qu'on devait se poser un soir, pour vous dire en 2 mots, puis je terminerai juste la réponse, après j'arrêterai. On devait se poser un soir, donc en fin de journée. Et donc, mais la distance à laquelle on se posait était tellement grande qu'il fallait 25 minutes à la lumière pour venir, 28 minutes, même une demi-heure quasiment, pour nous donner de l'information. Donc, bien sûr, ce n'est pas du temps réel. Donc, on attendait vraiment les premiers signaux pour savoir si oui ou non on s'était posé. Et effectivement, on a eu les premiers signaux disant qu'on avait touché. Et immédiatement, comme la première chose qu'on devait faire après, c'est des images avec nos caméras, juste après avoir sablé le champagne, je suis tout de suite monté pour essayer de sortir les premières images. Et là, c'était l'horreur parce qu'on s'est aperçu que les images étaient floues. Que, alors que les images ont été prises après le moment où on s'est posé, eh ben, on était en mouvement. Et là, tout d'un coup, ça, plus d'autres informations nous ont dit, ça c'est terrible, on a touché, mais on est reparti. Et on n'avait aucune idée de savoir à quelle vitesse on était reparti. Or, cet objet est tellement petit qu'il n'y a pas de gravité, il suffit d'une toute petite vitesse pour quitter le noyau. On s'est dit, c'est pas possible. On a quitté et on va redevenir un objet interplanétaire. Et donc, il a fallu immédiatement réfléchir à ce qu'il faudrait faire au cas où, effectivement, on aurait la chance, malgré tout, d'avoir une vitesse inférieure à la vitesse de libération. Et on a, à l'échelle de quelques minutes, en fait, quelques heures, refabriqué un programme d'observation pour le lancer à la sonde principale, pour que si jamais elle peut communiquer avec Philae, elle puisse lui donner un certain nombre d'ordres pour réopérer, refaire des choses. On a passé la nuit à cela, jusqu'à 6 h du matin le lendemain matin, où on a observé, mais c'était un moment incroyable, pour la première fois cette image qui ensuite a fait le tour de la Terre, où on voit un noyau cométaire au repos avec le pied de notre engin là qui est bien posé dessus. Et on était posé, c'est-à-dire que le rêve que l'on avait de se poser sur un objet était là. Donc ça, c'était absolument incroyable. Et ensuite, on a regardé toutes les images parce qu'on avait un panorama. Et là, ça a été à nouveau l'angoisse parce qu'on s'est aperçu qu'un grand nombre d'images montraient qu'en fait, on était complètement de guingois. Au lieu d'être posé comme ça, on était posé, si on peut dire, verticalement par rapport à l'horizon local. Et c'est ça le problème dans lequel on est maintenant, c'est que la position dans laquelle on est, après tous ces rebonds, fait une double chose. D'une part, on est dans un endroit qui, du point de vue des échantillons, est bien meilleur que le premier qu'on avait touché. On voit devant nous notre Graal, c'est-à-dire qu'on voit effectivement ces blocs de glace sombres dans lesquels il y a ces molécules fantastiques qui sont bloquées dedans, et on a tous les instruments à bord pour pouvoir les analyser. Mais pour l'instant, on les a très peu analysés, et on attend de pouvoir se réveiller. Mais pour se réveiller, il faut qu'il ne fasse pas trop froid, parce qu'on a un ordinateur qui marche bien, mais il ne marche que si on est au-dessus de moins 45 degrés. Et là, quotidiennement, on essaie de le réveiller, et manifestement, la température est encore un petit peu trop froide. Mais plus on attend, plus on se rapproche du soleil, et on espère qu'à l'échelle des jours, des semaines qui viennent, ça va fonctionner. Donc on a déjà une première analyse de la composition. On a des compositions très intéressantes, effectivement. On a un couplage de molécules aromatiques, comme on dit, benzéniques, et des molécules linéaires, aliphatiques, qui sont là-dedans. Donc on voit qu'on est très près de comprendre ce qu'est cette chimie primordiale qui a pu être fondamentale pour l'émergence de la vie. Mais on attend vraiment le réveil. Bon. Juste rebondir sur 2-3 choses qui ont été dites et qui, à mon avis, justifient justement ce genre d'expérience. Sur le processus de découverte, sur le processus, pourquoi on avance. Il y a un risque, c'est de dire, bon, quand on a dit plusieurs fois ici que plus on en avance, plus l'horizon s'élargit, ça peut être bien sûr un petit peu inquiétant. Ça peut mettre en cause le fait de se dire, bah, finalement, on ne savait rien puisque tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Quand on découvre quelque chose d'autre, ça ne veut pas dire qu'avant, ce qu'on pensait n'était pas correct, bien sûr. Ça veut dire simplement, et je crois que c'est important, on l'a dit avec l'histoire du puzzle. Moi, j'aime pas l'idée du puzzle pour la recherche. Parce que dans l'histoire du puzzle, où on met des pièces, ça veut dire qu'un jour le puzzle est fini. Et ce qui est propre à la recherche, mais pas seulement à la recherche, à la manière dont le cerveau travaille, c'est que plus on travaille, plus on met des pièces dedans, plus on en sait réellement. On sait effectivement beaucoup plus de choses qu'avant. Mais comme tu disais, l'important, c'est qu'en même temps qu'on met des pièces, les dimensions du puzzle augmentent. C'est-à-dire que plus on trouve des choses, plus en fait on se pose de nouvelles questions. Et souvent, on montre, et une bonne recherche est celle qui va nous dire que la question était relativement mal posée. Par exemple, on a parlé beaucoup du vivant, puisqu'on parle de l'origine. Plus on va dans cette question, plus on aperçoit que le concept même de vivant doit évoluer quelque part, parce que c'est un concept un peu médiéval. Bon. Et donc, cette idée qu'effectivement, plus on travaille, plus on sait de choses, et il faut le mettre au positif, bien sûr. Il ne faut pas rejeter tout ça en disant finalement tout est possible, peut-être que demain on va démontrer que c'est tout à fait autre chose. Non. Mais on avance effectivement, et il faut que le cerveau humain s'habitue à vivre avec plus de questions que de réponses.
Et une question, quand je dis ça, je veux dire qu'on a trop, surtout chez nous d'ailleurs, la volonté d'avoir réponse à tout, c'est-à-dire de proposer souvent des réponses qui sont de l'ordre de l'irrationnel, c'est-à-dire non vérifiable, mais parce que voilà, on est content parce qu'il y a une réponse. Une réponse n'a de sens que si elle est validée par une expérience, et c'est ça pour moi le critère absolu. Et donc il faut qu'on s'habitue à vivre avec le fait qu'il y a effectivement beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y en aura de plus en plus, il y a un entonnoir qui diverge comme ça, et c'est ça qui est merveilleux. La question, par exemple, tout à l'heure, c'était de se dire, il y a 15 ans, le fameux il y a 15 ans, etc. Oui, je prends cet exemple-là, puis éventuellement un deuxième, et je m'arrête, c'est sûr. L'histoire de la pluralité des mondes. Est-ce qu'on est seul ou pas dans l'univers? Quand on réfléchit à cette question, on n'est pas évidemment les premiers à se la poser. Pour autant qu'on soit capable de remonter dans l'histoire, cette question est là. Quand vous regardez Épicure, il se posait la question, il démontrait Épicure dans ses fameuses lettres sur Hérodote. Je vous conseille de les acheter, ça coûte 2 € chez Librio. De quoi? Quel livre? D'Épicure? Il a écrit 3 lettres importantes dans la lettre à Hérodote, qui sont c'est quelques pages, ça coûte, je vous dis, 2 € chez Librio, et c'est absolument remarquable. Il démontre pourquoi, forcément, il y a une infinité de mondes dans l'univers. C'est extraordinaire. L'univers est infini, on ne peut pas penser qu'on est tout seul. Puis après, ça a été arrêté, et puis après, il y a eu les monothéismes, on sait bien ce que ça a donné, puisqu'il y a eu la création, c'est qu'on est unique, forcément, puisque... Et il a fallu d'énormes travaux par Copernic, Giordano Bruno, etc., pour inverser les choses. Et on est arrivé de l'autre côté, à cette idée que finalement, parce que pendant 2 millénaires, la Terre était unique, centrale, et qu'il n'y avait que nous, puisqu'on a été créé comme ça, il a fallu retravailler sur cette question. Et donc, Giordano Bruno, je trouve le premier, a remis cette notion de pluralité du monde à nu. Et en fait, tous autant qu'on est ici, on vit encore dans cette idée-là, qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'on est unique, que tout processus d'évolution, à un moment donné, d'atomes va donner des molécules organiques, et les molécules organiques vont arriver au vivant, et le vivant va donner le cerveau humain, et si possible, le cerveau de certains humains, etc. Et cette idée de la complexification croissante a vraiment imprégné, surtout le XXe siècle, mais parce qu'il fallait donner raison, en fait, à Giordano Bruno contre l'Inquisition. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose de très fort là-dedans. Et toute les missions spatiales du début de l'ère spatiale, jusqu'à il y a très peu de temps, étaient basées là-dessus. Quand les Américains ont envoyé les missions Viking en 1976, c'est pas d'après histoire, c'était pas pour savoir s'il y a de la vie sur Mars, parce que tout le monde était convaincu qu'il y avait de la vie sur Mars. C'était pour caractériser la vie sur Mars. De quel métabolisme il s'agit. On avait fabriqué des instruments à l'époque pour savoir si c'était le CO2 qui donnait l'oxygène, ou l'oxygène qui donnait le CO2. Et progressivement, plus on y va, plus on regarde, plus on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que la séquence de processus, ils sont génériques en tant que processus, c'est partout les mêmes interactions, la gravité, toujours partout. Mais la forme que peuvent prendre tous les processus, les impacts, la géométrie des impacts est telle que ça va former des chemins d'évolution différents. Et donc, quand je dis qu'il y a 15 ans, on ne pensait pas la même chose, c'est qu'il y a 15 ans, et encore aujourd'hui pour l'essentiel, la pluralité du monde est la dominante. C'est-à-dire que nécessairement, il y a de la vie ailleurs. Et la question est de la découvrir. C'est pour ça qu'il y a eu SETI, etc. Or, aujourd'hui, quand on essaye maintenant de comprendre ce qui a pavé le chemin qui a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui, ici, dans cette pièce, et on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas de hiérarchie dans les chemins. Il y en a certains qui mènent à ça, puis d'autres qui mènent à d'autres choses. Et on a la capacité, dans ce monde de l'exploration du système solaire, de voir d'autres chemins d'évolution. Pour les univers, c'est compliqué parce que peut-être qu'il y a aussi une certaine évolution de l'univers qui conduit à nous, il y en a peut-être d'autres. Simplement, on n'y a pas accès. Donc c'est effectivement toute la différence. Mais maintenant qu'on peut voir en particulier d'autres systèmes stellaires, on voit d'autres systèmes de planètes autour d'autres étoiles, on s'aperçoit qu'il n'y en a réellement pas deux pareils et que notre système est très particulier. Et par rapport à ça, je termine juste par une idée qui revient à tout ce qu'on a dit ici. L'histoire des harmoniques, des fondamentaux et des harmoniques. Le fait qu'il y a des rapports de fréquences qui sont agréables à l'oreille, etc. Et c'est vrai qu'en physique, il y a quelque chose de fondamental, ce qu'on appelle des résonances. Quand un objet fait 2 fois le tour et un autre fait 3 fois le tour, eh bien régulièrement il se retrouve à la même position. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se retrouve à la même position, il y a quelque chose d'autre qui augmente, l'amplitude d'un mouvement, etc. Quand vous réglez votre poste de radio et que finalement vous avez en réglant, c'est-à-dire en changeant la fréquence, vous écoutez une fréquence à un moment donné, vous avez une émission que vous entendez, c'est parce qu'il y a une résonance, un rapport de fréquence entre la fréquence de votre récepteur et celui de l'émetteur. Et donc chaque fois qu'en physique il y a ça, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. Et bien on vient juste de réaliser que l'essentiel des raisons qui font que la Terre est la Terre et que Mars est différente, c'est que très tôt dans l'histoire, nos planètes, contrairement à ce qu'on pensait, les planètes n'ont pas une trajectoire fixe, immuable, comme du papier à musique. Elles ont migré au cours du temps. Et le type de migration a totalement modelé
l'évolution. Eh bien, notre propre système, c'est la même chose. Jupiter n'a pas toujours été où il est, Saturne n'a pas toujours été où elle est, et nos planètes n'ont pas toujours été où elle est. Et en fait, l'essentiel de ce que nous sommes provient de la manière très particulière que Jupiter et Saturne ont eu de migrer. Et pour vous donner cette idée, quand Jupiter s'est formé, très tôt bien sûr, elle a commencé par rentrer dans le système solaire interne. Et au fur et à mesure qu'il est rentré dans le système solaire interne, il vidait tout. Et s'il avait continué, comme la plupart de ce que l'on voit dans l'espace a fait, on ne serait pas là pour en parler, parce qu'en vidant la cavité comme ça, il n'y aurait pas eu de quoi après reconstituer... Tu veux dire la force gravitationnelle Oui, l'interaction entre Jupiter, et non pas tant le Soleil, mais le disque de matière qui était là encore au début, fait que Jupiter est rentré dans le système. Et si Jupiter avait continué son mouvement, on ne serait pas là pour en parler, parce qu'il n'y aurait plus rien pour former la Terre, etc. Mais il se trouve qu'au même moment, dans les conditions très particulières de notre propre système, une autre planète est en train de se former, qui s'appelle Saturne, qui elle aussi a décidé de migrer. Et à un moment donné, Saturne est arrivé au voisinage de Jupiter dans une résonance précisément 3-2, c'est-à-dire que quand Jupiter faisait 3 tours, Saturne en faisait 2. Il se trouve que ça s'est passé quand Jupiter était à peu près au niveau de l'orbite de Mars actuelle. Et à ce moment-là, le rapport de masse très particulier entre Jupiter et Saturne ont fait que les deux, au lieu de continuer leur mouvement, ont décidé de repartir vers l'extérieur. Ce qui a été très sympa parce que grâce à ça, ils ont laissé du matériau au centre à partir duquel nous sommes formés. S'il y avait eu un rapport de masse différent, eh bien, cette résonance se serait faite différemment. Voilà une des raisons pour lesquelles les mathématiques nous ont beaucoup aidés, parce qu'effectivement, c'est un traitement purement mathématique qui a permis de reconstituer cette histoire primordiale du système solaire. Et aujourd'hui, dans ce qu'on essaie d'observer, on essaie de comprendre effectivement, à nouveau, la migration planétaire est un processus extraordinairement général, on en voit de partout. Et tout d'un coup, on a réalisé que nous aussi, nous sommes victimes ou au contraire anti-victimes d'une migration très particulière. Et autant la migration est un processus générique, autant les formes que ça peut prendre est très particulière. Et pour terminer sur Rosetta, ce qu'on essaie de comprendre, c'est si cette chimie très particulière qui a permis de fabriquer des constituants qui ensuite, ensemençant nos océans, donnaient ce que nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est une chimie très générique aussi? Est-ce que partout dans l'univers, un nuage qui s'effondre va donner ce genre de molécules, auquel cas eh bien, les mêmes processus peuvent s'être fabriqués ailleurs? Ou est-ce que c'est très particulier à la manière dont notre système s'est formé? Et il n'est pas exclu que ce soit la deuxième bande alternative qui soit vraie, c'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'un nuage s'effondre, mais qu'à un moment donné, le Soleil naisse, l'étoile centrale naisse, qui envoie un rayonnement particulier qui va contribuer à fabriquer les molécules qui, 4 milliards d'années après, ont donné ce labo original.